Bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline Ducroquet de la Fédération française des tuiles et briques. Voici Olivier Dupont du Centre technique de la profession et nous allons vous présenter la réponse des tuiles et briques à la RE 2020. Alors, une réponse qu'on va décomposer en deux temps. Alors, vous savez tous que la RE 2020 introduit sur le critère carbone des seuils qui sont évolutifs dans le temps, avec des seuils à 2022, 2025, 2028 et 2031. Nous sommes en train de mener tout un tas d'études. On a quasiment 200 configurations en maison individuelle et en logement collectif qui nous montrent que les solutions terre cuite d'aujourd'hui répondent au seuil 2022, 2025 dans la majeure partie des cas. Et par contre, à partir de 2028, on sait qu'il y aura des efforts supplémentaires à faire. Et on va vous montrer comment en fait on va y répondre, ce qu'on met en place pour y répondre. Alors, quelques mots pour commencer sur nos organisations. Donc, la fédération rassemble les fabricants de produits terre cuite qui ont des lignes de fabrication en France. Le centre technique est le centre de recherche commun à la profession. Il représente les gros industriels comme les petits artisans. Au niveau des produits, il se décompose en trois familles. Tous les éléments de structure, la brique de vin, le monomure, les briques de cloison. En deuxième famille, on a les tuiles, donc en pose, en couverture et en bardage. Et on a également, en troisième famille, le parement, les briques apparentes, les plaquettes, les bardeaux, les brises-soleil. Ces solutions terre cuite sont présentes sur le marché du logement et font de notre filière un acteur incontournable du logement. On pense à la maison individuelle, bien sûr, avec une présence des tuiles sur plus de 2 maisons sur 3. La brique également en maison individuelle, avec 40% des maisons. Mais la brique de structure est également présente en logement collectif, avec plus d'un logement sur 4, une part de marché qu'elle a multipliée par 4 en 10 ans, notamment parce qu'elle était une réponse à la RT 2012. Alors, avec la RE 2020, on parle beaucoup d'énergie, de carbone. Il y a d'autres enjeux qui ne sont pas forcément pris en compte pour le moment, qui deviennent des enjeux dans les débats sociétaux. Je pense notamment à l'heure où on parle de réindustrialisation et au circuit court. Sachez que 95% des produits terre cuite utilisés en France sont fabriqués en France. Alors, c'est principalement grâce à la présence territoriale. On a 135 lignes de fabrication réparties sur le territoire. Et également la matière première, l'argile, qui est locale, puisque habituellement, on construit l'usine proche du gisement d'argile pour éviter les transports. La matière première, donc l'argile, elle est également disponible, elle est naturelle, elle est géosourcée, elle est renouvelable. Sur l'économie circulaire, en fin de vie, la majeure partie, vous voyez, 94% des produits sont revalorisés, donc soit recyclage, soit réemployés, soit réutilisés. Ça va dépendre un peu des familles de produits. Alors, on en arrive au cœur du sujet, la RE 2020. Donc, le premier message qu'on voulait vous donner ici, et ça se voit aussi au travers de nos études. Donc, on n'a pas le temps, malheureusement, de détailler les résultats qu'on a pour le moment sur ces études. On veut vous faire des points comme ça, des focus sur les messages généraux. Le premier message, c'est pour atteindre le BBO de la RE 2020, qui est renforcé par rapport à la RT 2012, la solution simple qui est disponible, c'est la brique de résistance thermique R égale 1 ou plus. C'est une solution qui est déjà connue, qui est disponible chez tous les briquetiers à travers le territoire. Elle est performante, elle est durable, la mise en œuvre est connue, c'est une solution éprouvée. Les résultats d'études qu'on a menées montrent qu'elle répond au seuil énergie et carbone déjà. Elle est accompagnée de toute une gamme d'accessoires. Alors je pense ici vous avez sur le schéma les planels isolés, les linteaux, les coffres de volets roulants ou les BSO pour le confort d'été.
ça permet la réalisation simplifiée des points singuliers, pardon, et le traitement des ponts thermiques. Alors, petit bonus, en utilisant la maçonnerie isolante de R égale 1 ou plus par rapport à une maçonnerie courante, c'est le bonus de Chab. Alors, on a mené... en fait, le principe, c'est que comme on va mettre une partie de l'isolation nécessaire dans l'épaisseur du mur, dans les 20 cm, ça va permettre d'éviter l'augmentation de l'épaisseur d'isolant associée et nécessaire pour atteindre le BBO moins 30%. On a fait une étude avec un bureau d'études bien connu qui estime en fait ce gain de Chab à 3% minimum. 3% sur un collectif de 2000 m², et ben ça fait 60 m², c'est l'équivalent d'un T3. Dans le cadre de nos études également, on voit que dans certaines typologies, dans certaines configurations, apporter de l'isolation thermique dans le mur, ça permet aussi, par rapport à une maçonnerie courante, d'alléger certains niveaux de prestation. Je pense par exemple au plancher. Donc il y a une vraie réflexion globale à mener, enfin une réflexion technico-économique à mener sur l'ensemble du bâtiment. Alors on a beaucoup parlé structure, on va parler des autres familles de produits, les tuiles et les parements. Ce sont des produits qui naturellement viennent en complément d'autres matériaux pour les protéger durablement face aux aléas climatiques et à la protection incendie. Je pense notamment en fait aux isolants qu'on va trouver en dessous, mais aussi aux ossatures, bois par exemple, dans le cadre du parement ou de la tuile en bardage, ou de la charpente bois dans le cadre des couvertures. C'est là aussi une réflexion globale sur le bilan du bâtiment. Par ailleurs, ces produits, tuiles et parements, apportent des caractéristiques également intéressantes pour l'évaluation du confort d'été. Je pense à l'inertie thermique avec la masse des produits, mais également certaines finitions qui sont travaillées, qui sont aujourd'hui disponibles sur des plaquettes, par exemple, avec un coefficient d'absorption solaire réduit. Donc on est là sur la complémentarité des matériaux sur le bilan global du bâtiment. Alors maintenant, si j'en viens au sujet du carbone, je voudrais donner quelques chiffres pour contextualiser le sujet. Donc, l'industrie des tuiles et briques, elle est inscrite dans la stratégie nationale bas carbone. La trajectoire de la SNBC prévoit pour l'industrie une réduction de gaz à effet de serre à hauteur de 30% en 2030 et 80% en 2050. Au niveau national, les émissions de gaz à effet de serre de notre industrie, c'est 0,2%. Aujourd'hui, dans la base INIES, pour travailler, pour faire vos études RE 2020, pour travailler, déposer les permis de construire, il existe 41 FDES. Alors, ce sont des FDES soit collectives, soit individuelles. En tout cas, toutes les familles de produits terre cuite sont couvertes. Ça permet d'éviter d'utiliser des données par défaut. Et après, sur ce sujet du carbone, on sait qu'on a un enjeu dessus. On y travaille. On a identifié en fait les 2 process clés sur lesquels il faut travailler et sur lesquels on travaille déjà. On va le voir juste après. C'est en premier lieu la cuisson et également le séchage. Donc on va maintenant vous montrer de quelle façon on travaille pour réduire ces gaz à effet de serre. Alors, déjà, je voudrais juste redire que les fabricants de briques et de tuiles n'ont pas attendu la RE 2020 pour travailler sur la diminution des consommations d'énergie. C'est du travail quasi quotidien dans les usines de chercher à diminuer ces consommations. Ça passe par différents leviers. Premier levier, l'éco-conception. Alors là, c'est réfléchir sur la forme du produit, sur mettre la bonne matière au bon endroit. C'est, par exemple, réduire la masse des produits. Donc là, c'est facile à comprendre. Moins de matière, moins de cuisson et donc moins de gaz à effet de serre. C'est aussi, en plus, bon pour la mise en œuvre, pour les couvreurs, pour les maçons. La majeure partie, maintenant, des briques de structure font moins de 20 kg.
Deuxième levier, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc là, on va réfléchir en termes de process sur chaque étape du process, mais aussi dans la globalité du process de fabrication. C'est par exemple maintenant la quasi-totalité des lignes de fabrication qui utilisent la chaleur du four pour alimenter le séchoir. Donc c'est des conduits qui vont du four au séchoir pour alimenter. Et donc il y a un gain énergétique au niveau global de l'usine. Et également, troisième levier, c'est la décarbonation des énergies. Alors là, on a des exemples en fait divers et variés. Au niveau des fabricants, ça va dépendre du process, du produit. C'est vraiment en fait une réflexion qui se mène avec l'écosystème proche du site de fabrication. Il y a quelques fabricants qui sont présents ici, qui ont des stands. Je vous invite grandement à aller les solliciter sur cette question. Je pense qu'ils seront ravis de vous éclairer avec des exemples très précis. Moi, je vais dire que sur la biomasse, aujourd'hui, il y a des sites qui sont alimentés à plus de 40% en biomasse, avec des déchets de bois et des sciures de bois. Mais ça, bien sûr, ça dépend de la ressource locale. Ça ne sera pas en fait une solution pour toutes les usines. Il y a également, je pense en fait au biogaz, à une tuilerie en Bourgogne qui est alimentée depuis 2015 avec du biogaz. Du biogaz qui est produit à proximité de l'usine, à 200 mètres de la production. C'est d'ailleurs un projet, c'est en fait la méthanation des produits ménagers locaux. Et c'est vraiment un projet qui s'est fait en synergie avec la tuilerie, puisqu'il y avait les déchets ménagers locaux, l'usine de méthanation, la tuilerie. Donc il y a une vraie réflexion globale. C'était d'ailleurs la première tuilerie au monde à faire ça. Je pourrais vous citer d'autres exemples, comme les biocombustibles par exemple. Il y a les coques de tournesol issues de l'industrie agroalimentaire, ou la production de gaz synthétique directement sur les sites de fabrication à base de pyrolyse. Mais sachez qu'il y a des initiatives, elles sont souvent locales, elles existent et elles vont se multiplier. N'hésitez pas à solliciter les fabricants là-dessus. En tout cas, ces leviers fonctionnent. On vous a mis les chiffres de résultats en fait, de baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis 20 ans. On est à moins 41%, donc ça fonctionne. Cela dit, on sait aussi que pour atteindre, ce que je vous disais en fait en préambule, pour atteindre les seuils à 2028, il va falloir actionner d'autres leviers qui sont plus de l'ordre de la R&D. Donc là, certains fabricants, les fabricants font aussi de la recherche de leur côté. Ce qu'on voulait partager avec vous, ce sont les technologies de rupture qui sont étudiées par le CTMNC dans le cadre de la recherche et développement collectif. Je vais passer la parole à Olivier. Merci Céline. Donc oui, comme l'évoquait Céline, en complément en fait des démarches d'optimisation. Excusez-moi. Oui, en complément des démarches d'optimisation. Donc en fait, on a lancé en fait des grands programmes de recherche et développement qui se sont inscrits dans une feuille de route élaborée en 2018. Donc l'enjeu en fait pour nous, c'était de proposer en fait un certain nombre de pistes de rupture technologique pour justement avoir réellement des leviers opérationnels répondant aux enjeux au-delà en fait de la RE 2020, mais dans le cadre vraiment de la stratégie nationale bas carbone. Alors parmi en fait donc ces nombreuses pistes en fait de technologie, on a essayé de les cadrer finalement en 3 types de leviers. Un premier levier en fait qui s'inscrit plutôt dans une amélioration de la performance énergétique et donc de baisse des consommations, parce que ça a un effet direct finalement sur la quantité de gaz à effet de serre émis. Et donc par rapport à cela, en fait, on peut citer par exemple la volonté de réduire la teneur en eau de façonnage des produits permettant en fait leur formage, le moulage en fait et l'extrusion des produits. Et donc en fait l'orientation peut être d'aller
on va dire, vers le pressage ou l'extrusion le plus à sec possible des produits. Ça permet donc de réduire finalement la phase de séchage, et même par rapport à la phase de séchage, on pourrait imaginer aussi de limiter la quantité d'énergie nécessaire pour effectuer le séchage avant cuisson des produits, et donc éventuellement de faire du séchage à l'air froid. Le deuxième levier que l'on veut actionner, c'est remplacer finalement les sources d'énergie traditionnelles utilisées dans les briqueteries et les tuileries par des énergies décarbonées ou renouvelables. Et donc par rapport à ça, en fait, on a des pistes qui portent sur la cuisson électrique, la cuisson laser, et puis une piste qui est assez prometteuse, qui est la cuisson hydrogène. Cuisson hydrogène en mélange ou éventuellement comme combustible unique pour assurer en fait la cuisson au sein des fours. Et le troisième levier que l'on souhaite actionner, c'est en fait la capture et la transformation du CO2. Donc, suivant deux voies, en fait, capter, stocker, transporter, éventuellement pour transformer le CO2 en méthanol, ou une option, en fait, qui est une piste qui est assez séduisante, qui est de capter le CO2, en fait, dans les fumées des fours, de leur faire subir un processus de méthanation, et les réinjecter finalement dans le processus de cuisson en fait, des produits, et donc avec un rendement que l'on espère très prometteur. Alors, j'étais un peu vite. Donc en fait, par rapport à ça, donc, on a déjà un certain nombre de projets qui ont été lancés, donc des projets dans le cadre de programmes collectifs, avec donc par rapport au premier levier, en fait, sur l'amélioration des rendements énergétiques, un projet qui a été lancé déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle Smarter, qui avait pour objectif, en fait, de récupérer, en fait, les chaleurs latentes, en fait, au niveau des séchages, et donc d'améliorer ce rendement énergétique. Et puis, donc, plus récemment, on a lancé donc un projet financé par l'ADEME, qui s'appelle IDETOP, qui a donc pour objectif de mesurer la faculté à cuire en fait les produits de terre cuite avec une source hydrogène, donc en mélange ou en combustible unique. Et donc c'est un programme qui est lancé en fait avec un partenaire équipementier, Cléa, qui est donc un grand spécialiste de la construction d'usines pour la terre cuite, et puis un laboratoire spécialiste de l'énergie qui s'appelle Coria. Enfin, deuxième axe de travail sur lequel on agit de manière très importante, c'est sur la partie captation et du CO2 et méthanation. Et donc là, c'est une étude que l'on mène pour pouvoir vérifier la faisabilité technico-économique en fait, de ce processus sur différents sites en fait, de fabrication, que ce soit briqueterie ou tuilerie, sur le fait de mettre en place, en récupérant donc le CO2 des fours, une unité d'électrolyseur pour créer de l'hydrogène et un méthaneur pour transformer finalement le CO2 et donc au travers d'une catalyse produire du CH4 et donc de le réintroduire dans le processus de cuisson des produits. Donc avec un rendement en fait qui peut être très important, très intéressant. Alors vous voyez, en fait, ces différentes pistes de travail sont nombreuses. C'est pour ça que, en fait, c'est un projet qui s'inscrit plutôt dans une démarche européenne. Et donc, on travaille avec des partenaires de différents pays européens, des laboratoires de recherche en Allemagne, au Portugal, en Italie, donc des fédérations, la Fédération française d'études hébriques, mais aussi des fédérations étrangères comme la Fédération allemande, pour finalement faire évoluer l'ensemble de la filière industrielle européenne terre cuite pour s'orienter en fait dans une trajectoire qui soit la plus proche en fait du zéro carbone à l'horizon 2050. Et donc vous voyez bien qu'on est dans une démarche qui est bien au-delà en fait de la RE 2020. On se projette beaucoup plus loin à l'horizon 2050 et donc à une échelle réellement européenne. Donc je vais laisser la parole à Céline. Oui. Tiens. Merci Olivier.
C'est mieux comme ça. Vous voyez donc qu'on a en fait toutes les réponses, que ce soit à court terme ou à moyen terme. Comment dire, les études qu'on est en train de mener avec différents BET, on est en train de les analyser. On publiera de toute façon les résultats. Si vous êtes intéressé, on a nos coordonnées en fait sur la slide d'après. N'hésitez pas à revenir vers nous pour partager. Je pense que c'est c'est ensemble qu'on y arrivera. Il y a vraiment des réflexions globales à mener au niveau du bâtiment, au niveau du process, sur la partie énergie comme la partie carbone. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre des questions. Voilà. En tout cas, si elles vous viennent après coup, n'hésitez pas, soit en sortie de réunion, soit en sortie de présentation, pardon, soit Vous pouvez nous contacter avec les adresses mail qui apparaissent. Merci. Merci de votre attention.